Les mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle de divin qui habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun au-delà de cette vie une égalité absolue de devenir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce lundi 6 avril de l'an de grâce 2020 pour une nouvelle édition de DBS Matin. Une semaine s'en est allée, une autre démarre, et bien avec de nouvelles perspectives et surtout un nouvel espoir. On le sait d'ailleurs, il faut préciser que hier c'était le passé, et bien le devant c'est l'avenir, là on se trouve en ce moment c'est le présent. Et qu'est-ce qu'on fait du présent? Eh bien, on en profite. Comme tout de suite et maintenant, nous prenons la chronique de Hervé Moukouri. Hervé Moukouri, bonjour. Bonjour Steve. Bon début de semaine à vous. Merci infiniment. J'espère que le week-end a été. Oui, puisque nous sommes confinés. On ne bouge pas, on reste à la maison. On ne bouge pas, on reste à la maison. Et vous nous dites ce matin que la solidarité nationale est un appel de moins en moins entendu. Tout à fait. Le Cameroun, comme tous les autres pays de la planète, a été surpris par le coronavirus. Les dépenses liées à la lutte contre cette redoutable pandémie n'ont pas été des prévisions. Engagé sur plusieurs fronts, lutte contre Boko Haram à l'extrême nord et au nord, guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, insécurité dans la Damawa avec les preneurs d'otages, également dans la région de l'Est avec les bandes armées venues de la République centrafricaine. Alors, l'État du Cameroun est aujourd'hui, il faut le reconnaître, suffisamment affaibli. L'incendie de la Sonara et la baisse du prix du pétrole dans le marché mondial sont à la lisière du coup de grâce. Notre gouvernement est donc c'est déjà dos au mur, contraint aujourd'hui de faire recours à ce qu'on appelle la générosité des personnes morales et ou physiques, afin de mener à bien le combat contre Covid-19 qui nécessite une qualité et une quantité de moyens humains, matériels, logistiques et financiers. Pour ce faire donc, le chef de l'État a prescrit à son gouvernement le lancement d'un fonds de solidarité. Ce fonds a aussitôt été doté d'une enveloppe initiale, nous précisons bien, d'1 milliard de francs CFA. De nombreux compatriotes jugent ce montant dérisoire, oubliant que c'est tout simplement, et nous revenons sur le mot, un montant initial destiné à un fonds et non à un budget destiné à une cause bien précise. Là est tout un autre débat. Toujours est-il que de nombreux donateurs se sont manifestés, parmi lesquels El Hadj Amadou Dampoulo. Mais les Camerounais, dans leur ensemble, n'ont plus confiance à leurs dirigeants. Très peu, on va le dire ouvertement, se manifesteront. La raison est toute simple d'ailleurs, la gestion de ces dons a toujours été opaque, a toujours été ambiguë. C'est le cas avec la collecte des fonds de la Coupe du Monde de 1994, oui. Vous vous souvenez bien, Steve, et de ceux destinés à notre armée pour la lutte contre Boko Haram. Les Camerounais sont très peu ou pas du tout informés de la gestion des fonds généreusement offerts pour une cause nationale. Et c'est là où nos gouvernants ont lamentablement péché. Est-ce un crime que de dire aux Camerounais ce qui a été fait de leur argent ou alors de leur dotation? Ne pas le faire apparaît désormais comme un mépris tout court. Du coup, le gouvernement a perdu le peu de crédibilité qui lui restait pour la gestion des dons. Seules les personnes morales lui accordent encore une générosité, on va même dire générosité par contrainte, pour éviter certaines actions répressives faisant allusion aux impôts. Le gouvernement n'est plus fiable et certains l'ont compris. Chacun y va de sa manière pour appeler les Camerounais à leur accorder cette confiance qu'ils refusent à leurs dirigeants. Ils sont de la société civile et même des hommes politiques. Chacun lance un cri de détresse pour une action nationale en vue de mobiliser les fonds pour venir à bout d'une pandémie qui dévaste les humains dans le monde. Si certains de ces initiateurs venus de nulle part affirment que cet appel à la solidarité vise à accompagner le gouvernement dans ses efforts et surtout dans la mobilisation des ressources, pour d'autres, les objectifs, avouons-le, la mobilisation de fonds de solidarité sont quelquefois ambigus, il faut le dire. Les hommes politiques semblent eux aussi avoir trouvé une brèche au point de se marcher sur les plates-bandes. C'est le cas au PCRN de Cabralibi où le député Honoran Nouran, votre ami d'ailleurs, lance une action de solidarité nationale appelée Plan de riposte.
pour mener à bien le combat contre Covid-19. Un jour plus tard, c'est le président de son parti, l'honorable Cabral Libye, en personne qui lui réunit son bureau pour mettre sur pied une action sociale, c'est-à-dire la même action que menait tout à l'heure, il y a encore quelques jours, sa parlementaire. Depuis lors, la jeune députée est la cible des partisans de Cabral Libye. On sent qu'il y a anguille sur roche. Comment oublier l'appel de mobilisation au fond du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, qui lui a aussi appelé les Camerounais à manifester leur générosité pour venir en aide aux acteurs qui contribuent à freiner la propagation du virus. On le comprend bien, c'est aux Camerounais que revient la lourde responsabilité de collecter les fonds de guerre pour faire face. Les Camerounais qui, eux, il faut le dire, pour faire face à coronavirus, les Camerounais, il faut le dire, eux-mêmes qui broient du noir, il faut le dire ainsi. Parce qu'avec ce qui arrive devant, c'est pas facile de sortir son argent et donner pour que les dirigeants fassent ce qu'ils veulent. Quand on sait pertinemment que jusqu'à preuve de contraire, les Camerounais tirent le diable par la queue. Allez savoir justement ce qui va se passer dans les jours à venir. Mais vous nous dites quand même que la solidarité, même si à un moment donné, on n'est plus entendu par les Camerounais, on s'essaye quand même de faire le minimum qu'on peut. Il faut le faire. En fait, l'esprit est très bon. Oui. L'initiative est louable, mais tout ce que les Camerounais condamnent au quotidien, c'est la gestion. Parce que on a eu en 1984, on se rappelle super bien, oui. Vous vous souvenez très bien. De cette mallette qui était entre deux avions. Jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais su. Hein. Pour ce qui est de la collecte des fonds pour la guerre pour notre armée, à Boko Haram. On a dit qu'on a distribué à certains, mais en fait, jusqu'à preuve de contraire, on cherche un bilan. Voilà, il n'y a pas de bilan. Oui. Donc, autant d'actions qui commencent un peu à susciter des soupçons, en fait. Et les Camerounais, de plus en plus, se demandent est-ce que ça sera vraiment bien géré cette fois-ci? Encore que on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On ne sait pas justement ce que l'avenir nous réserve et on ne sait pas quand est-ce que le Covid-19 va disparaître en tout cas. Et on ne sait jamais si un temps soit peu, il y aura un vaccin. Hervé Moukouri, je vous dis merci en tout cas d'avoir été dans notre ce matin. Merci également pour cette belle chronique avec de belles phrases. On espère vous retrouver demain en tout cas pour le même exercice. Merci. Mesdames, messieurs, c'est toujours DBS Matin tout de suite. Et maintenant, nous entrons dans le débat. Les deux mousquetaires sont déjà sur ce plateau. Albert Anatola ici, le temps de s'asseoir. Bonjour, bon début de semaine et bienvenue à vous. Merci, bonjour Steve, bonjour à mon compagnon. Je salue les nombreux téléspectateurs de DBS Matin. Je salue tout ce qui nous regarde dans le cadre de cette tribune sur le continent africain au-delà. Mon coup de gueule ce matin, c'est qu'elle n'aura plus lieu, la grève des transporteurs routiers, initialement annoncée pour ce jour, dans le cadre du préavis de grève qui a été envoyé au gouvernement. Pour ce jour, le 6 avril 2020. 6-4 avril. 6 avril 2020. Oui. Bien évidemment, après les différentes concertations entre les transporteurs routiers et le gouvernement, respectivement les 3 et 4 avril. Les derniers, oui. Eh bien, les deux parties sont arrivées à un relatif consensus, c'est-à-dire, il faut quand même indiquer que la trame de fond ça porte sur la réduction du prix du carburant, parce que les transporteurs estiment qu'au regard des restrictions, des mesures restrictives qui ont été prescrites par le gouvernement, notamment le ministre des Transports, il faut des mesures d'accompagnement. L'autre point d'achoppement portait sur le fait que, en violation des prescriptions du gouvernement par rapport à ces mesures restrictives, il y a certains camionneurs, certains transporteurs et leurs camions qui ont été soit mis en détention préventive, c'est-à-dire arrêtés, interpellés, et leurs camions ou leurs voitures mises en fourrière, eh bien, il y a lieu de trouver donc justement un point d'entente. Bon, je crois qu'ils sont arrivés, sauf que c'est provisoire parce qu'encore ce jour, il y a une réunion de concertation dans ce sens qui est annoncé au ministère des Transports. Mais est-ce que le gouvernement va céder dans l'optique de baisser le prix du carburant? Ça, la question. Ça, c'est la grande interrogation. À ma droite, Dr Bénéclis Kiézié, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Ngoss, bonjour à toute la grande équipe d'IBS Matin et surtout à mon companéliste, M. Anatola ici.
Messieurs, de nombreuses publications, il faut le dire, affirmant que des vaccins contre le coronavirus vont être testés en Afrique. D'ailleurs, information qui agite d'ailleurs les réseaux sociaux du continent africain ces derniers jours. Eh bien, le débat a été relancé, en tout cas le 1er avril dernier, avec une intervention, il faut le dire, à la télévision française LCI, de deux éminents chercheurs et surtout médecins, évoquant d'ailleurs des tests en Afrique. Je pense que vous êtes au courant de cette histoire, Albert Anatole ici. Bien évidemment, écoutez, un journaliste doit être au fait de tout. J'étais au courant de cette actualité. Et j'ai eu à le dire dans le cadre de cette tribune d'ailleurs, que je pense que les Africains ont le droit de porter plainte contre la France pour crime contre l'humanité. Ça, c'est important. Vous savez, le processus de testing d'un vaccin expérimental respecte un protocole bien précis. Je parle d'un protocole scientifique. Il y a les essais en laboratoire, à travers les rats, tout ce que vous voulez. C'est ce qu'ils appellent les cobayes. Et il y a sur les animaux, c'est-à-dire ça peut être les chimpanzés, le grand singe si vous voulez. Et ensuite, il y a les humains. Alors, d'où vient-il que, en violation de ce protocole d'essai scientifique, M. Mira et M. je crois, Loche, voilà, oui. Ils décident avec des déclarations on ne peut plus inacceptables sur une télévision hexagonale qu'ils vont faire des essais cliniques en Afrique. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, ils vont transformer des Africains en cobayes. Et ils affirment d'ailleurs que, vous savez, que certains chefs d'État africains ont déjà perçu quelques enveloppes en vue des dommages éventuels. Donc, ce qui signifie donc que ce vaccin est un vaccin problématique. Il nous souvient quand même que la plupart des essais scientifiques qui ont eu lieu, que ce soit en RDC, chez mon copanéliste, que ce soit au Nigeria, se sont toujours passés en violation des règles éthiques et de déontologie scientifique, bien sûr. Donc je pense que il doit pouvoir avoir non seulement un comité scientifique qui doit pouvoir tester de la sécurité médicale de ces vaccins, il doit encore être attesté, ce vaccin, par un comité d'éthique. Parce que à partir du moment où on nous annonce, en tout cas que M. Mira et M. Kos nous annoncent qu'il y a des enveloppes, il y a une contrepartie financière qui a été remise à certains chefs d'État, ça veut donc dire qu'il se pose un problème d'éthique. Donc, de mon point de vue, les chefs d'État africains, du moins pour ceux-là qui vont accepter de transformer leur population en cobayes, ils ont le droit d'accepter cela sur leur territoire, mais les populations ont tout aussi le droit de se protéger si leurs dirigeants ne peuvent pas les protéger. Monsieur, je vais vous lire d'ailleurs, il faut le dire, le tweet de Jean-Paul Mira. Le test concernant le vaccin BCG pour lutter contre le Covid-19 sera effectif en Afrique comme prévu dès ce 8 avril 2019. Nous avons eu l'accord de plusieurs États africains, notamment ceux de l'Afrique de l'Ouest, qui ont déjà reçu chacun des enveloppes conséquentes pour les dommages. D'ailleurs, je pense que vous êtes au courant. D'ailleurs, vous m'avez envoyé ce tweet il y a encore quelques jours, c'était samedi ou alors vendredi dernier. Oui, j'étais non seulement choqué, mais écœuré de voir que jusqu'à preuve du contraire, malgré les combats qui ont été menés depuis plusieurs décennies, d'affranchir l'Afrique de ces dictats de l'Occident, qu'on qualifie généralement d'impérialisme, le chef d'État africain continue d'infantiliser les Africains. Il considère l'homme noir comme un macaque, un animal qui n'a pas de droits, et au-delà, un sous-humain à qui on n'a pas à demander son avis face à certaines réalités, comme celles que nous sommes en train de... contre celles que nous sommes en train de lutter actuellement. Oui. Et la gravité même de ces tweets démontre la complicité flagrante des chefs d'État africains, de l'élite africaine, dans la déstabilisation du continent africain. Et comment est-ce que les chefs d'État peuvent, sans consensus populaire, c'est-à-dire sans d'abord soumettre les projets au Parlement, je me pose des questions, à quoi servent ces parlements avec tout le budget que l'on sait qui sont alloués chaque année à ces députés, à ces parlementaires pour pouvoir, n'est-ce pas, défendre les intérêts des peuples africains. À quoi servent donc toutes ces dépenses lorsqu'on sait que ces parlements, ces sénats ne servent que de caisse de résonance pour, n'est-ce pas, répercuter les ordres ou le choix de ceux qui sont au pouvoir sans
n'est-ce pas, l'aval de ceux qui est considéré comme, n'est-ce pas, les décideurs primaires, qui est le peuple. Donc Steve, c'est vraiment très grave, c'est vraiment très grave de constater cela. Et pour chuter, j'avais dit, nous sommes en train de participer une fois de plus, comme j'ai l'habitude de le dire, à ce que Malcolm X disait, nous avons en face de nous une élite qui est esclave de maison, qui dépendent d'une réalité obscure qu'on ne comprend pas. Regardez par exemple en Afrique de l'Ouest, nous avons le docteur Valentin Agon, je crois, qui a découvert, n'est-ce pas, la pivirine, qui peut être utilisée. Le Burkinabé. Non, c'est un Béninois, oui, qui l'a testé au Burkina Faso. Oui, justement. Qui a été adoubé par le gouvernement burkinabé. Pourquoi est-ce que l'Union africaine, dans sa cellule de crise, ne peut pas, n'est-ce pas, organiser une solidarité autour de cet Africain qui a trouvé un vaccin? Et d'ailleurs... Jusque-là, on attend toujours la réaction de l'Union africaine. On ne l'a pas encore eu. Hein. Ça fait déjà plusieurs semaines que nous attendons. Justement. Et jusqu'à preuve de contraire, on ne l'a pas eu. Il y a déjà les chercheurs internationaux qui ont approuvé l'efficacité de ces médicaments, et le docteur, n'est-ce pas, Valentin, a déjà obtenu des diplômes attestant l'efficacité de sa recherche. Mais pourquoi l'Africain ne valorise-t-il pas, n'est-ce pas, ce qui vient de l'Afrique? Pourquoi on n'encouragerait pas la production en grande quantité de cette apivérine pour pouvoir, n'est-ce pas, contenir ou gérer la situation de manière locale et indépendante de la communauté internationale? En tout cas, c'est une bonne interrogation, hein, docteur Béli-Chris Kiezé. Je vais me tourner d'ailleurs vers notre panéliste, hein, il faut le dire, il vient d'arriver. Eric Pepin-Bikaï, bonjour, bon début de semaine et bienvenue à vous. Bonjour à mes copanélistes et bon début de semaine à nos milieux de téléspectateurs. Vous nous avez trouvé en plein justement dans le plat et surtout dans le débat. On parlait bien sûr de cette réaction de ces deux professeurs qui nous ont d'ailleurs servi une intervention à la télévision française LCI en nous faisant savoir que les tests du vaccin seront faits d'ailleurs sur le continent africain, disons-le comme ça. Et il y a eu d'ailleurs pas mal de réactions de la part de plusieurs internationaux de football. On parlait de Samuel Eto'o, sans oublier Didier Drogba, qui, il faut le dire, ils l'ont signé haut et fort. C'est vraiment n'importe quoi, selon eux. Oui, mais à côté de ça, il faut souligner également la réaction de deux icônes de la musique africaine. J'ai suivi ces réactions hier sur une radio internationale, celle de Richard Bona, qui n'est pas une voix sans voix, et puis celle de Tikenja Fakoly. Oui. Voilà, et où les deux prévenaient, du moins se mettaient en garde cette manie qui est en train de se mettre en place par rapport au test du vaccin BCG relatif au vaccin du coronavirus. Mais ce qui a lieu de signaler, justement, je souscris entièrement à l'analyse du docteur Béli-Chris, c'est un peu cette irresponsabilité des Africains. Parce qu'à côté de ça, la plupart de ces leaders qui sont sortis et qui ont pris la parole sur la scène publique et sur la scène internationale mettent toujours en garde l'autorité locale africaine, l'élite africaine. Donc eux, ils ont beau s'élever contre cette pratique qui est une pratique qui est vieille. Du moins, ce qui commence Non, vous avez raison de dire qu'elle est vieille, hein, cette pratique, il ne faut pas également l'oublier, parce que jusqu'à preuve de contraire, quand on parle des tests sur le virus Ebola, ça s'est fait justement en RD Congo, tout le monde est au courant. Et le sida également s'est fait en Afrique du Sud. Voilà, et ce qui est un peu marrant à l'intérieur, c'est que la plupart de ces tests cliniques ne sont généralement pas faits dans le laboratoire. Oui. Ce sont des entreprises criminelles qui arrivent en Afrique et puis prennent un espace dans un hôtel et essayent de mettre sur pied des stratégies pour faire venir des cobayes, entre guillemets, afin de tester le forum, afin de faire leurs essais cliniques. Si cela avait été fait dans un cadre de transfert de compétences, c'est-à-dire les laboratoires peut-être européens viennent faire des essais cliniques, entre guillemets, au sein des laboratoires africains qu'ils équipent, là on saurait certainement qu'on aurait une plus-value. Mais généralement, ce sont des tests cliniques qui sont faits généralement, le plus souvent de manière clandestine, dans les hôtels. Mais pour dire également que cette pratique doit cesser. Et c'est le sens un peu de la sortie de Didier Drogba, de Tikenja Fakoly, qu'on sait très engagé, très panafricaniste par ailleurs, et puis de la sortie de Richard Bona, par exemple. Il faudrait que cette pratique cesse, mais il faudrait davantage que l'élite africaine essaye de trouver des solutions palliatives pour éviter que ce type de pensée, des méthodes, continue à rester dans la mémoire des scientifiques. Pour une fois d'ailleurs, hein, que c'est officiel, on l'a dit officiellement sur une chaîne de télévision, en Mondovision, c'est quand même extraordinaire, Eric Pepin-Bikaï.
que deux professeurs s'asseyent et discutent comme ça d'un potentiel essai de vaccin sur la population africaine. Non, c'est une pratique qui a cours. En fait, ils n'ont trahi aucun secret. Ils n'ont trahi aucun secret. C'est une stratégie internationale d'essai clinique qui a cours sur le continent. C'est déjà du déjà vu alors. C'est du déjà vu. Donc le dire, ce n'est pas, pour eux, c'est pas transcrire une règle. Et ils l'ont dit. En fait, il y a un certain nombre de messages qui ont circulé. On a l'impression qu'il n'y a plus de règles sur le continent africain. Il y a un certain nombre de messages qui ont circulé d'ailleurs sur la page du professeur Mira, qui disait que, ok, pour le moment, les Ouest-Africains, en citant les pays, ont accepté, et plus grave. Le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. À la fin de son message, il dit contre des sommes d'argent qu'ils auraient. Conséquentes. Je l'ai lu d'ailleurs, ce tweet tout à l'heure, il y a encore quelques secondes. Si ce tweet est vrai, c'est là présage du fait que l'analyse que nous avons fait ici la semaine dernière était en droite ligne avec les stratégies des firmes pharmaceutiques. Parce que ces professeurs, ils sont des brillants enseignants d'université qui représentent les laboratoires, mais ils agissent sous la bannière des laboratoires pharmaceutiques qui veulent à tout prix mettre sur pied ce médicament. Mais d'un autre côté aussi, parce que pourquoi précipiter les essais cliniques sur le vaccin BCG? Pourtant, les établissements pharmaceutiques annonçaient ce vaccin pour 2021. Pourquoi maintenant? Parce que quand la maladie est arrivée en Europe, un certain nombre de professeurs incontrôlables, parmi lesquels le professeur Raoult, ont mis sur pied une stratégie pour juguler la progression de cette pandémie qui coûtait à prix zéro. Et cela va déstabiliser cette criminalité internationale qui a été organisée par rapport à l'éradication de cette maladie. Et il n'y a pas que le professeur Raoult qui l'a fait. Hier, j'ai soulevé le professeur, un médecin installé sur la place new-yorkaise, le docteur Salenko, qui adoubait la méthode choisie par le professeur Raoult, le protocole choisi par le professeur Raoult, et il y ajoutait du zinc. C'est-à-dire un minerai qu'on trouve dans les aliments, les fruits, la tomate, ainsi de suite. Et il disait que son traitement ne coûte que $20. Un traitement qui coûte que $20 de 11 000 francs. 11 000 francs. Or, il dit que ces vaccins que les firmes pharmaceutiques sont en train de préparer à mettre sur pied coûteraient entre 10 et 11 000 $ américains. Vous voyez la criminalité énorme dans laquelle on se trouve actuellement. Albert Randolazib, allons-y profondément en tout cas sur la question. Peut-on dire aujourd'hui que les populations africaines sont devenues les cobayes, il faut le dire, des firmes pharmaceutiques mondiales? Écoutez, ce scandale médical pose un problème de fond. Oui. C'est l'absence non seulement de la recherche fondamentale, mais également de la recherche appliquée en Afrique. Tout à l'heure, Bélicris évoquait la problématique de la mise en perspective d'une molécule du côté de l'Afrique de l'Ouest, notamment la pivirine, pour soigner, pour juguler, pour contrôler la pandémie Covid-19 de ce côté-là. Mais il y a un problème d'industrialisation qui se pose. Il a peut-être les brevets sur le continent africain. Je ne suis pas sûr que l'OMS lui en donnera. Parce qu'il s'agit avant tout des enjeux financiers, des enjeux économiques, des enjeux stratégiques. Parce que aujourd'hui... Et on ne voudra pas que c'est un Africain qui trouve d'ailleurs le vaccin contre cette pandémie. Ça, il faut le préciser également. Le médicament est devenu un enjeu stratégique. Donc, vous pouvez donc comprendre facilement pourquoi l'OMS ne lui donnera jamais un brevet quelconque. Donc, ça ne peut que... Il s'agit d'une molécule qui ne peut être utilisée que dans un échantillon de malades. En tout cas, dans le contexte africain, je veux dire. Donc, de mon point de vue, j'ai eu à le dire dans le cadre de cette tribune, à savoir, je pense que le moment est arrivé pour que le continent africain, en tout cas ses dirigeants, ou son élite intellectuelle, scientifique, politique, puisse véritablement prendre ses responsabilités. La recherche fondamentale est très souvent financée par les gouvernements. La recherche appliquée, très souvent, est financée par le secteur privé, c'est-à-dire les milliardaires, ces milliardaires qui ont bien envie de soutenir la recherche. Donc, ce qui manque sur le continent africain, c'est quoi? C'est la politique. Et où sont passés les financements justement des pays africains? Non, leur financement, ça passe par d'autres choses. À ce médecin? Non, je veux dire que le véritable problème, c'est que ce sont les politiques. Ce sont les politiques qui doivent mettre en place le canevas. Qui sont complices également des firmes pharmaceutiques? Je crois que aujourd'hui, il est important. Il est question que j'ai également eu à le dire dans une précédente intervention dans le cadre de cette tribune, à savoir,
il faut que les gouvernements investissent dans le secteur de la santé. Quand on dit secteur de la santé, il s'agit d'une manière globale. Pas spécifiquement pour construire un hôpital. Si vous construisez un hôpital et que vous n'avez pas des spécialistes pour pouvoir prendre en charge les maladies, ça ne sert à rien. Donc, il faut accompagner ces structures sanitaires avec des médicaments. Et pour que vous ayez des médicaments, il faut des recherches fondamentales, il faut des recherches appliquées. En tout cas, il faut des industries pharmaceutiques qui fabriquent. Au Cameroun, on fabrique la chloroquine. Peut-être vous ne le saviez pas, mais on fabrique la chloroquine au Cameroun. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un problème qu'il va falloir remettre sur la table, c'est-à-dire avoir une réponse africaine dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Parce qu'aujourd'hui, transformer le continent africain, les populations du continent africain en cobaye, c'est absolument scandaleux. Ça traduit quoi? Ça traduit que le continent africain, eux-mêmes d'ailleurs ils l'ont dit, c'est-à-dire que nous n'avons pas de plateau technique adéquat, on ne se Il n'y a pas de test, il n'y a pas de masque. Il n'y a pas de masque. Donc, bref, nous n'avons aucun système de santé qui puisse exister. Donc, c'est pour cette raison qu'ils viennent utiliser les populations africaines pour des cobayes. Dans tous les cas, et je suis par là, il va falloir justement que nos dirigeants, au lieu d'aller se faire soigner chez eux, Qu'ils construisent des hôpitaux à l'achat performants. À l'achat du contribuable, qui construisent, d'abord, qu'ils investissent dans la recherche, qu'ils investissent dans l'industrialisation de nos médicaments, parce que c'est chez nous qu'ils viennent chercher la molécule. Ils ont certainement le principe actif, puisque la France qui fabrique par exemple le Doliprane ne va chercher la matière première ailleurs. Les États-Unis qui fabriquent les antirétroviraux vont chercher la matière première ailleurs. Ils parient pour la Chine. Donc, pourquoi nous ne prenons pas nos organes? C'est très scandaleux. Docteur Benik, c'est quand même un paradoxe que les matières premières et surtout les molécules se trouvent sur le continent africain, mais que l'Afrique elle-même, sans oublier ses dirigeants, ne fasse pas tous les efforts pour justement créer, il faut le dire, des industries pharmaceutiques qui pourraient justement venir en aide au monde et surtout à l'Afrique. C'est très très fondamental cette problématique évoquée telle que vous l'avez faite. C'est d'autant plus fondamental qu'il faut vraiment marteler là-dessus pour faire comprendre aux Africains que les problèmes d'une société résident au sein de son élite. Nous avons l'habitude de dire qu'aucune société n'est meilleure que l'élite qui la gouverne. Donc, la figure actuelle de l'Afrique, avec ses problèmes et son incapacité à s'auto-gérer, réside aussi dans la déliquescence dramatiquement avancée de nos élites qui sont incapables de prendre à bras-le-corps les problèmes du continent africain. Je vais vous donner une anecdote. Marine Le Pen disait, il y a cela 2 ou 3 jours, au chef d'État africain de ne pas mettre les pieds en France ou en Europe pour se faire soigner. Elle a dit, restez chez vous, construisez des hôpitaux et faites-vous soigner avec vos populations. Ben, on ne l'a peut-être pas pris au sérieux, mais c'est une façon de dire que voici les problèmes fondamentaux de l'Afrique, ce sont ses dirigeants. Et ça, c'est clair. La locomotive détermine la direction, n'est-ce pas, de tout ce qui vient après. C'est la direction impulsée par nos élites qui, aujourd'hui, nous amène à la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Quelle est cette situation? Peuvent-ils réellement faire le contraire quand ils sont complices de tout cela? Ben, un complice reste un complice. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'ils ne font que partie d'un peuple souverain et n'incarnent pas la totalité de ce peuple souverain. Donc, en réalité, ces dirigeants n'incarnent pas toute la souveraineté de l'Afrique. Lorsque nos dirigeants constituent un problème pour le peuple africain, pour le développement de l'Afrique, il en revient au peuple africain de se prendre en charge, comme le disait encore M. Laurent Désiré Kabila, de se prendre en charge et de riposter de manière politique. C'est-à-dire, nous ne marcherons pas avec tout le chef d'État qui collabore avec l'impérialiste pour décimer la population africaine. Nous allons appeler les Africains à boycotter les tests de ces vaccins, à Mondiovision et dans toutes les plateformes possibles, pour dire aux Africains que la seule forme des révoltes légalement reconnues, c'est la non-participation à ces exigences imposées de la part de ces autorités qui ne se soucient pas de notre bien-être. Donc, on appelle à toutes les populations de l'Afrique de l'Ouest, à toutes les populations de l'Afrique centrale et donc à tous les Africains
de la diaspora comme ceux qui sont ici sur l'Afrique, de boycotter massivement et alors de manière rigoureuse et dynamique l'application de ces tests en Afrique. L'Africain n'est pas un cobaye. Je pense qu'à ici souligner un aspect aussi très important, c'est que pourquoi est-ce que les chefs d'État africains refusent à accompagner les recherches menées par des Africains dont les autres ont déjà attesté l'efficacité? Cela veut dire qu'ils sont complices. Alors, puisqu'ils sont complices du malheur des Africains, nous attendons un seul pays où le test sera effectué en premier lieu. Je pense que toute l'Afrique va s'élever. Mais l'Afrique va s'élever aussi de manière institutionnelle contre l'Union africaine. Pourquoi l'Union africaine, jusque-là, n'entretient pas une cellule de crise qui pourrait servir, n'est-ce pas, de conseillère ou de faire des propositions aux États de manière à ce que nous puissions gérer cette crise de manière unilatérale, concomitante et de manière concertée. Et vous verrez que si nous partons en rang dispersé, nous ne trouverons aucune réponse fiable contre ce virus. 70% en tout cas de l'Union africaine est subventionné par l'Union européenne, ne l'oubliez surtout pas. Alors quelque part, leur mutisme ne nous surprend pas. Eric Bikaï, il faut également préciser par ailleurs que au cours de ce week-end, le langage français a énormément changé. On nous faisait savoir que le vaccin pourra être découvert, vous l'avez dit tout à l'heure, en 2021 et que ce n'est pas tout de suite qu'on allait justement aller faire des tests comme c'est prévu le 8 avril prochain, c'est-à-dire dans 48 heures. Il faut dire que la diplomatie internationale à l'heure actuelle va nous réserver des surprises. Que ce soit ici sur le continent ou ailleurs, le langage des dirigeants change progressivement. Vous avez vu la volte-face opérée par, dans un premier temps, Donald Trump, qui était un peu comme dans ses habitudes, quelqu'un va-t-en guerre. Voilà, va-t-en guerre, quelqu'un d'assez sceptique. Vous avez vu un peu Boris Johnson, vous avez vu qui lui également a atteint aujourd'hui du Covid-19, il faut le préciser. Qui est en quarantaine, une quarantaine prolongée d'ailleurs. Vous avez vu également Macron, sa réaction, mais au fur et à mesure que la pandémie a progressé, le langage et les stratégies ont changé. Il en est de même également pour le continent. Nous savons. Et nous savons pertinemment qu'il y aura une sorte de rejet de ces essais cliniques. C'est prévu pour le 8, mais compte tenu du fait qu'un certain nombre de leaders d'opinion sont sortis et ont commencé à alerter la population, je pense que ces laboratoires-là vont faire des volte-face et ils vont tout simplement trouver d'autres stratégies pour pouvoir faire les essais cliniques. Mais il y a également lieu de relever sur la santé, comme disaient mes compagnons tout à l'heure, par rapport à la préinstallation de l'industrie pharmaceutique sur le continent. Il ne faut pas oublier que les accords d'Abuja de 2001 prévoyaient notamment que l'ensemble des pays africains accordent à peu près 15% de leur budget de fonctionnement, de leur budget national sur la santé. Mais jusqu'à 2018, par exemple au Cameroun, l'État camerounais, par exemple, n'accordait à peu près que 7% de son budget à la santé. Ça fait donc on a des projets de construction des structures hospitalières, juste des bâtiments, mais à l'intérieur de ces bâtiments, en réalité, on manque de tout. On manque de la ressource humaine de qualité, on manque surtout du matériel. Mais il ne faut pas oublier que le fonctionnement d'une structure hospitalière est régi par deux choses qui sont conséquentes. Il y a la qualité de la ressource humaine et le plateau technique. Le plateau technique, justement, participe du fait qu'on a une préinstallation de l'industrie pharmaceutique, notamment les accessoires et le médicament, qui alimente le fonctionnement de ces structures-là. Donc, le médecin a beau être compétent, agrégé CAMES ou agrégé international, s'il n'a pas le médicament, s'il n'a pas les accessoires médicaux, il ne pourra opérer aucun miracle. Donc, notre problème aujourd'hui, ce n'est pas forcément d'avoir des bâtiments, comme c'est le cas avec la catégorisation peut-être des structures sanitaires au Cameroun. Il y en a par exemple à Limbé, il y en a, Limbé est le seul, j'aurais appris dans mes recherches, la seule formation hospitalière au Cameroun à avoir un respiratoire actuellement fonctionnel. On parle de 10 respiratoires sur l'ensemble du territoire et le Ghana en a à peu près 200. Pourtant, on a voulu avoir d'ailleurs, il faut le préciser, la semaine dernière, il faut le dire, un créateur de respirateurs sur le continent et surtout au Cameroun même. Il a refusé, il nous a dit qu'il attendait justement l'appréciation qui lui venait d'ailleurs de quelques autres chercheurs. On a voulu l'avoir sur ce plateau vendredi dernier. Il a refusé en tout cas. Il a décliné en tout cas notre appel. Il nous a fait savoir qu'il devait nous faire parvenir 2 de ses collaborateurs. Jusque-là, on l'a entendu, mais en vain. C'est toujours la même chose.
le même calcul. Pourtant, il faut le dire, ces les respirateurs qu'il a fabriqués marchent super bien. Ok, c'est une bonne chose. On va mettre ça à votre crédit, à votre capacité d'aller chercher la bonne information. En tout cas, on espère qu'au cours de cette semaine, on va encore l'appeler pour savoir s'il pourra venir sur notre plateau. Voilà, c'est la raison pour laquelle justement on se retrouve forcément avec à chaque fois les lamentations. Mais il faudrait que nos dirigeants, l'élite africaine, ceux qui sont aux affaires actuellement, comprennent que la santé est névralgique dans le fonctionnement des États. Qu'ils investissent abondamment dans ce secteur-là, qu'ils mettent certainement les médecins up-to-date, c'est-à-dire à jour par rapport à ce qui se passe sur l'ensemble du continent et même l'ensemble du monde. Mais davantage, ce sera le cri d'alerte. Il faut le matériel et il faut le médicament à moins cher. Parce qu'il faut aussi le rappeler. Les Africains ne se soignent pas ou alors se soignent de manière sur la base de l'automédication parce que le médicament est cher. La consultation aussi peut être chère. Donc, si on ne parvient pas à subventionner la santé et à baisser le prix du médicament, les Africains seront toujours en marge de ce qui peut être comme médecine moderne. Ça, c'est une évidence. Albert Latola, ici sur le continent africain, on a l'impression qu'on se plaint, on crie, on gémit, mais il faut quand même prendre une décision formelle, une décision radicale, en disant nous ne voulons pas ces essais. Oui, vous savez, le scandale du fameux vaccin BCG en placebo, il faut préciser. En placebo, sur le continent africain, me rappelle une autre campagne de vaccination qui a été annoncée il y a quelques jours, la fameuse campagne de vaccination destinée aux jeunes filles de 9 15 ans contre le cancer de l'utérus. Un autre scandale. Malheureusement, il faut le dire que la vaccination n'a pas eu lieu. Un autre scandale. Je voudrais vous dire deux choses. La première, c'est vrai que M. Mira et M. Koz, ils ont mis un peu d'eau dans leur vin. Là, ça, c'est la diplomatie. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'ils ont mis le projet au bémol. Entre guillemets, oui. Au bémol, non. Ils ont mis un bémol dans leur projet, non. Il faut rester vigilant. Tout à l'heure, je vous ai dit, fort opportunément, que l'industrie pharmaceutique, c'est la plus grosse mafia du monde. C'est la plus grosse mafia du monde. 1049 milliards par an. Donc, ce qui signifie le bénéfice, il faut le préciser d'ailleurs. Si ces gens ne passent pas par les populations des grandes agglomérations africaines, ça se passera certainement dans les hôtels ou bien en campagne, dans les villages. Parce que là-bas, ils ont l'habitude de surfer sur la pauvreté ambiante. C'est justement maintenant, pour revenir à votre question, oui. Je pense qu'il est essentiel et même très urgent qu'aujourd'hui, les dirigeants africains investissent dans le secteur de la santé. Parce que, comme je l'ai dit également tout à l'heure, la réponse au Covid-19 est africaine. Et elle doit être africaine. Ça, c'est important. Et puis, je ne voudrais pas non plus, parce qu'il faut chuter par là, lorsque vous faites le tour des médias internationaux, Covid-19, coronavirus, machin, tout ça, écoutez, il faut éviter également de créer psychose de la population. Parce que pendant qu'on est en train de faire tout un ramdam autour d'un vaccin, de la mort que quelqu'un a eu l'idée de créer dans un laboratoire, le paludisme continue de tuer sur le continent africain. Le cancer continue de tuer sur le continent africain. L'hépatite virale continue de tuer sur le continent africain. Le diabète, ça veut donc dire qu'aujourd'hui, tout ce qui va avec. Parce qu'aujourd'hui, chez eux, ils choisissent qui meurt, qui vit. Non, ça ne doit pas se passer comme ça chez nous. Il y a d'autres pathologies qui continuent de sévir dans notre environnement. Donc, il ne faut donc pas qu'aujourd'hui, on occupe l'espace médiatique, l'espace public avec quelque chose qu'ils ont cherché. Aujourd'hui, le continent africain est relativement le continent le moins touché, dans tous les cas. Donc, absolument, ils sont donc surpris que pendant que ça fait des morts, des milliers de morts d'ailleurs. Des milliers de morts chaque 24 heures chez eux. Sur le continent africain, on compte moins de 1000 morts sur tout le continent. Lorsqu'on parle de tests, lorsqu'on vous dit qu'il y a des tests positifs au Covid-19, il faut quand même relativiser les choses. C'est vrai que nos gouvernants communiquent très mal là-dessus. Lorsqu'on dit que quelqu'un est testé Covid-19, le gouvernement tiendrait à être un peu plus précis. Est-ce qu'il s'agit des cas cliniques graves, c'est-à-dire qui sont pris en charge en réanimation? Est-ce qu'il s'agit des cas qu'on peut prendre en charge en ambulatoire? Est-ce qu'il s'agit des cas qui
présentent uniquement des symptômes. Parce qu'il faut quand même que le gouvernement soit très précis. Parce que lorsqu'on dit qu'il y a 609 cas, sans être précis, on vous donne le nombre de décès, on vous donne le nombre de nouveaux cas, c'est ambigu, ça fait confusion. En tout cas, pour l'instant, au Cameroun, c'est 95 cas, il faut le dire, hein, profonds, très malades d'ailleurs. On a déjà mis en soins intensifs en soins intensifs. On a 9 décès et surtout, on a 17 personnes qui ont d'ailleurs guéri de cette maladie. Cela fait quand même une relativité, hein, il faut le dire. Le protocole, en fait, on espère. Le protocole utilisé par les médecins camerounais. Parce qu'on peut également avoir un protocole qui s'adapte à notre environnement et à notre espace tropical. Parce que c'est également la médecine, également une... 17 personnes guérissent quand même pas mal, hein, oui, par rapport à 9 décès. Une affaire du et 95 personnes qui sont, il faut le dire, sous oxygène. Mais là n'est pas vraiment les problèmes. Oui, le problème c'est lequel? Le véritable problème c'est quoi? Le véritable problème est celui de la communication. Parmi les 17 cas guéris, n'est-ce pas? A-t-on déjà vu un seul qui témoigne? Jusque-là, on n'a pas encore vu. Bon. Voilà, je suis en train d'y revenir. A-t-on déjà vu un seul cas guéri qu'on amène devant le média avec des preuves, des tests préalablement effectués sur lui qui avait attesté qu'il était atteint et le cas présent où il est guéri. En tout cas, si vous avez été guéri du Covid-19, vous n'avez qu'à nous faire signe à DBS Matin. Nous allons justement vous recevoir. Et puis justement pour en parler avec vous, on espère tout simplement qu'on aura également votre carnet pour confirmer justement que vous avez été atteint du Covid-19. Revenons justement sur le sujet qui nous intéresse, hein, Dr Béni Christ Kiezé. Il y a un autre problème qui se pose, c'est que depuis ce week-end, des images venant du Sénégal nous font état de 7 enfants qui sont morts justement parce qu'ils avaient été vaccinés par le vaccin, soi-disant en tout cas du professeur Mira et des autres. Ces jours-ci, en tout cas depuis hier, des images coulent quand même. Enfin, il paraîtrait, on ne va pas dire que c'est une affirmation ce matin. Bon, déjà, la première chose qu'il faut souligner, c'est que même les enfants peuvent être atteints du coronavirus lorsqu'ils sont exposés. Je ne sais pas si la réaction pourra nous avoir en tout cas ces images, mais je pense que avec la technicité que nous les connaissons, ils vont justement faire un effort de nous faire juste écouter un petit bout de ces images et on espère tout simplement que ça pourra venir tout de suite. Alors ils vont nous faire signe dans un instant justement, nous faire savoir qu'il y a 7 enfants. Oui, merci beaucoup à la réalisation. Pour faire vacciner des enfants pour le problème de coronavirus COVID-19. Il a vacciné 7 personnes, les enfants, 7 enfants. Sur le champ, ils ont mort. Ils ont mort sur le champ. Ça, c'est grave. Le quartier, là, ils ont appelé la police, la gendarmerie pour qu'ils viennent. Parce qu'on a dit, on va tuer le gars sur ça. Oui, on a raison. On doit le tuer sur le champ. Parce que ça, c'est trop. C'est trop. On a des problèmes de coronavirus. Il y en a des gens qui profitent pour faire ces conneries-là comme ça, pour tuer les enfants comme ça. Mais ça, c'est trop. C'est au Sénégal. C'est la réalité. C'est pas des trucs comme ça, les gens qui envoient des... Non, c'est la réalité. C'est au Sénégal. Voilà, ce sont des images qui nous viennent du Sénégal. Votre réaction rapidement? Bon, en tant que journaliste, j'ai fait mes analyses et les premiers éléments qui me parviennent sont d'abord l'absence de corps. Oui. On rappelle que c'est le téléphone, hein, ils ne sont pas entrés dans la salle, oui. Voilà, ça c'est d'un. Et de deux, quel vaccin a été inoculé à ces enfants? Justement, c'est la grande interrogation. La nature du vaccin qui a été inoculé aux enfants et donc quelle est la cause du décès de ces enfants? Ça, on ne peut pas spéculer. Hein, quand on est professionnel des médias, on ne peut pas spéculer. Mais l'image est là. Quelqu'un déclare avoir vu les enfants être vaccinés. Bon, il faut qu'il y ait des experts. Voilà pourquoi on parle au conditionnel. Hein. Voilà. Donc déjà, la vérité, c'est que les enfants peuvent être contaminés. Oui, ça c'est prouvé. Même en Europe, même en Asie, les cas de contamination d'enfants ont été déjà décelés. De deux, il faut savoir que l'Occident a mis tout en place pour étendre le spectre du Covid-19 en Afrique. Déjà, vous entendez dans les réseaux sociaux la dénonciation, par exemple, de 23 Italiens trouvés dans le port, l'un des ports au Nigeria, oui, entrés clandestinement. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire, des Italiens blancs, au Nigeria ou en Afrique de manière clandestine? Certainement avec un but macabre. Donc, il faut comprendre qu'il est temps non seulement de prendre des mesures sanitaires adéquates pour pouvoir n'est-ce pas, prévenir, n'est-ce pas, éviter, n'est-ce pas, un champ de plus en plus agrandi de ces contaminations, mais surtout, il faut prendre des mesures sécuritaires.
Parce que quand on parle d'une attaque au Covid-19, c'est aussi la sécurité nationale qui est touchée. Donc nous interpellons les chefs d'État africains pour leur dire qu'il faut avoir une conscience historique. Et la conscience historique nous amène à comprendre que plus d'une fois, j'ai dit une centaine de fois, l'Occident a tenté de contaminer les Africains. Je ne peux pas énumérer certains cas. Par exemple, en 1977, les chercheurs blancs sont venus au nom de la recherche contre le cancer et ils ont inoculé des vaccins contre le paludisme, etc. Mais ils ont inoculé des vaccins. Par exemple, en RDC, j'ai des vidéos avec des morts, plusieurs centaines de milliers d'enfants, d'adultes qui ont succombé à la suite d'une vaccination à un délai allant de 2 à 3 mois. Donc, ce n'est pas un cas unique aujourd'hui de vaccination, mais le résultat de ces vaccinations-là, la nature du vaccin inoculé peut être très dangereux. Maintenant, pour chiter, je vais dire aussi quelque chose. Il faut savoir que l'Occident fonctionne, c'est un système qui fonctionne à double visage. Comme j'aime le dire, le matin, il vous présente la démocratie, en soirée, il finance le terrorisme pour vous empêcher de vous organiser, de développer votre pays, afin que vous continuez à être dépendant. Donc, quand il vous fait ces faits d'annonce pour vous dire qu'on va vacciner, ils ont besoin de récolter la réaction des Africains. Et ils en ont récolté en masse, en quantité industrielle. Les Africains ont réagi. Maintenant, le problème, c'est quoi? Une fois ils savent que vous avez réagi, ils vont donc organiser clandestinement ces essais cliniques sur les populations africaines. Ils l'ont déjà fait plusieurs fois à travers l'eau, par exemple. Regardez ce qui se passe au niveau d'Areva, Niger. Oui. Ils ont exposé le peuple nigérien à un taux de contamination au rayonnement, n'est-ce pas, de l'uranium, qui a causé beaucoup de décès au Niger et au Gabon. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais indemnisé les populations et ils ne veulent même pas que les dossiers soient traités dans les tribunaux et les cours des tribunaux africains. Donc, il faut dire aux Africains, et surtout aux chefs d'État africains, de prendre la menace très au sérieux, mais de faire très attention maintenant. S'ils ne sont pas capables de défendre les Africains prendront leur destin en main. Messieurs, s'ils ne sont pas capables de défendre les Africains prendront justement leur destin en main. C'est faisable ça? C'est possible avec l'Afrique? Non, c'est faisable. Moi, j'ai écouté Tiken Fakoli hier, et puis il disait nous, on vous attend, tout simplement. C'était un cri d'alerte. Attendre à faire quoi, par exemple? Il disait, je ne sais pas, je ne peux pas entrer dans les explications sémantiques de son propos, mais on sait Tiken Fakoli très volubile. Il disait nous, on vous attend, tout simplement. Et la jeunesse africaine est en alerte par rapport à ces essais cliniques. Mais ce qui est sûr, le test n'est pas passé au sein de l'opinion publique africaine. Oui. Certainement, si c'est que ces vaccins urgent, on va utiliser une autre stratégie, la stratégie de la clandestinité. On va atterrir dans les aéroports, on va prendre des espaces, on va aller recruter les prostituées, parce que ce corps de métier est revenu dans les propos de ces éminents hommes de science. Oui. C'est-à-dire que la cible dans leurs essais cliniques, c'est les prostituées, tout simplement. Prioritairement les prostituées. Donc, ils vont essayer de mettre des stratégies, mais on en appelle également à la conscience des Africains. Ils ne vont pas faire les essais cliniques en l'air, ils vont certainement faire cela sur des espaces. Ceux-là qui croiseront, que ce soit ici ou ailleurs, oui, ce type de personnages, ce type d'essais, ces jours-ci, ils n'auront qu'à alerter la population et puis on va faire le reste. Mais vous savez que tout simplement, la vaccination peut passer par l'eau. Et la plupart des compagnies qui traitent l'eau en Afrique sont privatisées. Et donc, c'est très facile de passer par ces canaux pour pouvoir vacciner les Africains à leur insu. De toutes les façons, il y avait également, il faut le préciser, il faut le dire également, il y avait une information comme quoi on avait déjà pollué l'eau camerounaise. Il faut préciser par ailleurs qu'on a cherché à savoir, mais jusqu'à preuve de contraire, c'est pas une bonne information. Albert Anatoly ici. Oui, disons, il faut déjà préciser, Steve, que oui, on ne peut pas venir faire des essais cliniques sur un territoire sans l'autorisation des autorités locales du pays. Voilà. Ça veut donc dire que si d'aventure il y a des essais cliniques quelconques sur un territoire africain, il y a eu l'assentiment des dirigeants de ce pays-là. Oui. Ceci étant, comme je l'indiquais tantôt, il faut préciser une chose, c'est que nous sommes, les Africains sont en face de l'industrie du mal. Nous sommes en face d'une industrie du mal qui n'a pas de scrupules, qui n'a pas d'état d'âme. Leur problème, c'est le fric. Rien que le fric, ils s'en foutent de la vie humaine, de la dignité humaine.
J'ai cru entendre dans une télévision concurrente à la vôtre, c'est-à-dire une concurrence hexagonale, que le Maroc, justement, l'État marocain s'est saisi d'autorité de cette affaire pour porter plainte à 6 ambassadeurs de la mort, M. Mira et M. Foch, monsieur Loche. Ils ont saisi, les avocats marocains vont saisir justement le procureur de Paris. Donc, messieurs, jusque-là, je crois que disent les autorités africaines? Jusque-là, la première chose, c'est que je suis très surpris et scandalisé par leur mutisme. Parce que il y en a, et ils confirment ce que disent les internautes, savoir, il y en a qui ont déjà perçu des très gros enveloppes. Des dessous de table, oui. D'où les gros enveloppes qui sont, n'est-ce pas, alloués dans la lutte contre le Covid-19 dans certains pays dont nous retrouvons les noms sur la toile. Quelqu'un l'a également évoqué tout à l'heure sur le plateau. Nous attendons également la prise de parole des dirigeants de l'Union africaine. Parce que c'est quand même surprenant que dans un contexte de guerre bactériologique, de crise sanitaire, il y a un mutisme ronflant du côté de l'Union africaine. Ça veut donc dire qu'il s'agit de quelque chose qui n'intéresse peut-être pas. Maintenant, pour revenir au niveau de la riposte, oui. Je crois que dans la chronique de Mokuru que j'ai suivi en partie tout à l'heure, il faut mobiliser les énergies. En tout cas, il y a des grosses fortunes sur le continent africain qui peuvent accompagner le gouvernement. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une affaire du gouvernement. Comme j'ai eu à le dire, il s'agit d'une guerre collective, multisectorielle, qui ne concerne pas que le gouvernement, qui concerne tous les acteurs sociaux. Donc, ça veut donc dire que c'est lui qui en a les moyens, il peut apporter sa contribution dans la lutte. Mais il faut qu'il y ait une transparence, une traçabilité dans la justement gestion de ce fonds de guerre. En tout cas, il faut préciser. Il faut qu'il y ait un état de besoin bien défini, bien clarifié. Parce que comme on a dit, moi je n'appellerais pas ça une guerre, nous sommes dans ce qu'on appelle un terrorisme biologique. Et c'est un terrorisme biologique invisible. À tout moment, n'importe qui peut être frappé, que ce soit de la basse classe. C'est donc une guerre asymétrique. Voilà. Ou alors de la haute classe. Donc il est important que nous conjuguons nos efforts. C'est-à-dire un joint venture entre les privés et le public. Mais, une fois de plus, il faudrait que le public change un peu son agendament en termes de management. Qu'on ait un management bien clarifié, qu'on ait des états de besoins bien clarifiés et qu'on ait des éléments de riposte qui s'adaptent à l'environnement de vie des Africains dans un premier temps, mais davantage des Camerounais. Parce que là, ça va dans tous les sens. Vous avez vu les effets que le fonds d'aide, en fait, le fonds créé par le chef d'État d'1 milliard, c'est que ça a créé comme tous les. Parce qu'on estimait que 1 milliard, c'est 1000 millions. Si un patient coûte à peu près 300 000 francs par jour à l'État, et que la dose... C'est le minimum, mais il faut le préciser. Et que la dose du confinement des diasporiens est en train de coûter à l'État à peu près 650 millions. Vous voyez qu'on a consommé très rapidement 1 milliard en quelques jours. Voilà, donc ça veut dire que ce fonds est largement insuffisant. Il faudrait donc maintenant que le gouvernement reprenne la communication, redéfinisse les fonds nécessaires pour juguler ce terrorisme biologique et voit donc maintenant comment les populations peuvent accompagner le gouvernement dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Mais Eric Pépé, on devrait gérer la diaspora comme la Chine gère ses confinés. Parce qu'il ne faut pas demander à un État qui est déjà suffoqué, parce qu'il faut le dire, le Cameroun est confronté sur plusieurs fronts de guerre. Vous avez Boko Haram dans le Grand Nord, vous avez le Nord-Ouest, le Sud-Ouest dans le sud du pays. Vous avez l'Est du pays également. Vous avez l'Est du pays. Vous avez le Sud qui a également de problèmes militaires. Le a eu à gérer les réfugiés centrafricains. Maintenant, vous avez déjà le sud du pays avec la frontière pour éviter l'ingérence étrangère. Oui. L'État camerounais est obligé de gérer ses propres élections. Il faut payer les salaires parce que je ne connais pas un fonctionnaire qui va supporter des arriérés de salaires. Voilà. Il faut continuer de payer les salaires, il faut continuer de faire fonctionner l'État. Je pense qu'on devrait gérer les diasporas comme la Chine gère ses conflits. Non, là, je l'ai dit sur ce plateau. On a fait des erreurs certainement au début de cette crise, notamment avec la fermeture des frontières au soir du 18 mars. Il y a des erreurs qui ont été faites. Il y a des trucs les décisions qui ont été prises à la va-vite.
aujourd'hui, on en paye cash parce qu'il faut payer les adroits de ces hôtels, nonobstant le fait que la plupart de ces hôtels aussi rapidement ne vont pas faire la clientèle. Il faut qu'on le dise. On a dit au départ que moi, je l'ai dit ici sur ce plateau, qu'on aurait pu utiliser des structures nationaux qui ont des grands espaces. Et là, j'avais convoqué notamment l'utilisation des espaces tels que le génie militaire, la base navale ou le BBR, où on pouvait confiner les diasporiens en créant des tentes. Ça devait faire en sorte qu'ils ne devraient justement pas fuir cet espace, comme ça a été le cas. Et dans un premier temps, on devrait effectivement savoir qui est malade et qui n'est pas malade. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Quand on a confiné des gens à l'hôtel, à l'intérieur de ces personnes-là, il y en avait qui étaient malades et il y en a qui n'étaient pas malades. Et ceux qui n'étaient pas malades, forcément, ont contracté le virus. Vous oubliez le personnel. Sont devenus mais si on malades. Vous comprend parfaitement, le sujet vous tient à cœur. Il y a également l'exposition du personnel. Parce que tous ces hôtels emploient Monsieur Bika, vous oubliez quelque chose. Oui, docteur Bénékis, allons-y rapidement. Vous oubliez quelque chose. Oui. Ce sont des stratégies qui sont imaginées par ceux qui sont qui sont à l'extérieur du jeu. Vous savez, en Afrique, quand vous êtes en train de jouer le jeu des dames, vous ne voyez pas ce que ceux qui sont à l'extérieur voient. En fait, vous n'avez pas le même donné que les gouvernements africains. Ils n'ont pas de moyens. Il faut le dire, l'Afrique dépend financièrement, je dis totalement de la Banque mondiale et du FMI. On ne va pas également oublier, pour ne pas vous couper, Bénékis, il faut également préciser par ailleurs que le Fonds monétaire international a octroyé 271 milliards de francs CFA au Cameroun, au Gabon, au Tchad et à la République centrafricaine. Oui, mais très souvent, quand on parle... Ce n'est pas pour rien, il faut le préciser d'ailleurs. C'est pas quand pour rien, mais quand on parle d'octroi de ces aides, très souvent... Nous avons l'habitude de penser que c'est la liquidité qui tombe dans les caisses de l'État. Non. Souvent, ce ne sont pas des liquides qui tombent. Donc, c'est très compliqué. Nous n'entrons pas dans la mécanique pour expliquer cela. Mais ce qui est évident, c'est que les États africains n'ont pas le moyen, déjà, de lutter contre ces fléaux. Voilà pourquoi vous voyez, à la base, qu'il y a un manque d'une stratégie commune. Une stratégie réelle, c'est-à-dire une réaction active de chefs d'État africains de faire face à cette menace. Parce que les nerfs de la guerre fait défaut. On n'a pas le moyen. Et comme on n'a pas de moyen, toutes les stratégies vont rester dans les cartons. Puisqu'on ne peut pas les financer. Vous voyez, ça, c'est le problème des États africains, même s'ils ne le disent pas. Maintenant, ça évoque la problématique de la solidarité. C'est là où je vais renchérir. La solidarité africaine aussi fait défaut. Parce que, regardez, si vous prenez, par exemple, si vraiment les États avaient la volonté politique, parce que dans tout le cas, ce qui fait réellement défaut en Afrique, c'est la volonté politique. Parce que quand il y a la volonté politique, les moyens vont suivre. Mais puisqu'il n'y a pas la volonté politique de prendre à bras les corps ce problème qui est déjà continental, qui est mondial, les populations africaines ont du mal à croire même à ces aides. Ils se demandent, quand ils vont cotiser leur argent, quel usage en seront faits par les dirigeants. Donc la solidarité fait défaut. Or, si les chefs d'État pouvaient quand même s'inspirer de nos traditions africaines pour créer une caisse continentale de solidarité. Il n'y a pas de caisse continentale finalement à l'Union africaine. Moi je pose la question, c'est la grande interrogation. Parce que jusqu'à preuve de quand on ne voit pas la réaction de l'Union africaine. Je suis rentré dans le site de l'Union africaine il y a 2 jours. J'ai interrogé et j'ai même discuté avec l'un des responsables de cette institution qui est en charge de la commission scientifique. Mais je vous dis que les réponses même qui m'ont été apportées, j'ai seulement honte de les citer ici. Ils n'ont pas il n'y a pas de financement, j'ai bien besoin de savoir. Messieurs, n'y a-t-il pas de financement au sein de l'Union africaine pour justement venir en aide aux pays africains? Ils n'ont pas de moyens. Ils ont des perspectives. Voilà ce que le monsieur m'a dit. Nous avons des perspectives en vie, lesquelles attendent d'être financées pour être implémentées. Ça, c'était la conclusion de toute notre discussion. Donc, ils n'ont pas le moyen. Monsieur, prenons un exemple simple. On a l'Union européenne, du côté de l'Occident en tout cas, et l'Union européenne a une banque qu'on appelle la BCE, la Banque centrale européenne, qui vient justement en aide aux pays européens. Mais jusqu'à preuve du contraire, sur le continent africain, on a l'Union africaine, mais on n'a pas une banque africaine. Moi, je pose dans la question, où est passée la BAD? Nos banques centrales. La BAD est passée où? C'est une banque d'investissement, il ne faut pas l'oublier. Pour revenir un peu à la solidarité, il ne faut pas dire que ce virus a pris des gens de court. Déjà, son déploiement, ses effets. Parce que quand un virus fait des morts par centaines, nous sommes à peu près 17 000 morts déjà à travers le monde, ça ne donne pas l'occasion aux États de s'organiser ou alors aux organisations sous-régionales de s'organiser. On a vu la vieille solidarité européenne. Les mesures d'urgence imposent des mesures. J'arrive. On a vu la vieille solidarité européenne voler en éclats. L'Italie a attendu les pays voisins membres de l'Union européenne pour qu'ils lui viennent en aide.
ils ne sont jamais venus en aide. Même les masques qui étaient destinés à l'Italie ont été arrachés en République tchèque au profit des structures sanitaires de la République tchèque. On a attendu que la France ou alors l'Allemagne viennent en aide à l'Italie. Personne n'est venu. Et l'Italie était obligée de faire venir les Cubains, les Russes et les Chinois pour essayer de juguler cette crise. Donc, c'est pour dire, par exemple, ils sont dépassés. C'est pour dire que nous également, on peut être dépassé par la psychose que cette crise a créée dans le vieux continent. Non, nous ne sommes pas dépassés parce qu'à la base, nous n'avons pas des institutions et des infrastructures adéquates pour répondre de manière efficace. Maintenant, il ne se fait pas tard. La progression des contaminés sur le territoire camerounais, parce que c'est le territoire que je connais le plus, parce que c'est plus grave, par exemple, en Afrique du Sud par rapport au Cameroun, avec moins de décès, il faut le dire. La situation, la progression des contaminés va crescendo depuis le déclenchement des premiers symptômes sur le territoire. On a certainement fait des erreurs dans la communication de cette crise sanitaire. On a certainement pris des mauvaises décisions, mais il y a encore du temps pour qu'on mette davantage de stratégies pour pouvoir contenir la maladie. Notre première erreur qu'on a pu faire, c'est le confinement, parce que tout partait de là. Moi, j'appelle cette maladie la maladie de l'élite. C'est-à-dire ceux qui voyagent ont ramené la maladie au sein de la population, de ceux qui ne voyagent, au sein de ceux qui ne voyagent pas, tout simplement. Donc, ça veut dire que quand on a compris que cela était l'un des premiers vecteurs de la propagation de la maladie, c'était l'homme, et l'homme qui voyage, il faut le dire, on pouvait prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que ceux qui reviennent de l'étranger soient confinés. C'est l'un des facteurs de limitation de la progression de cette maladie. C'est d'abord le confinement. Maintenant, les mesures barrières peuvent arriver, se laver les mains, se protéger le nez, ainsi de suite. C'est vrai. Mais la première stratégie à laquelle on devrait évaluer les résultats, c'était le confinement. Là, on s'est cassé les dents, mais il ne s'est fait pas tard. Albert Natura, ici, vous également, vous avez dit qu'on s'est cassé les dents parce qu'on n'a pas fait le confinement justement des diasporistes. Je voudrais quand vous indiquer... Des diasporiens, je ne sais pas si vous appelez, mais bon, j'ai jamais su pourquoi on les appelle les diasporas. Je voudrais quand même vous indiquer, Steve, que nous sommes en pleine servitude involontaire. Ça, il faut le dire. C'est-à-dire que... Non, sérieusement. Allons-y, on vous écoute, Albert Natura, ici. Maintenant, pour ce qui est de la stratégie de riposte un peu tatillonne du gouvernement camerounais, par exemple, que je connais, oui, il y a eu beaucoup d'attémoiements, et c'est dû au fait que même au niveau, sur le plan hexagonal, au niveau de l'hexagone, je veux dire, il y a eu beaucoup de contradictions, il y a eu beaucoup de mensonges, il faut le dire, au niveau de la communication. Parce que le discours qui est initié depuis le même aujourd'hui, ça il faut le dire. Les mêmes scientifiques qui nous ont fait comprendre que sur le continent africain, comme il y a beaucoup de chaleur, le virus peut mourir plus facilement dans la chaleur africaine, autant pour moi, ils ont changé. Ils ont changé de discours. Les mêmes personnes qui nous disaient que non, les jeunes, les enfants ne peuvent pas mourir du Covid, ils sont en train de revoir le discours. C'est les mêmes qui disaient que non, il n'y a que le personnel soignant, les personnes infectées qui peuvent porter le masque, le masque, ils sont en train de dire qu'il faut que désormais tout le monde, quand tu sors de chez toi, tu mets le masque. On ne va pas oublier que ces masques sont fabriqués ailleurs. Encore que la fiabilité de ces masques pose problème, parce qu'aujourd'hui, que ce soit ailleurs ou ici, on demande aux citoyens lambda de fabriquer son masque. Quelle est la fiabilité de ces masques? Est-ce qu'on est protégé dans ces masques-là? Donc, dans ce cas, si vous voulez, quoi qu'il en soit, je pense qu'aujourd'hui, la meilleure stratégie, à mon sens, reste la prévention. Parce qu'ils vont tout nous raconter, c'est leur affaire qu'ils ont trouvé dans leur laboratoire pour contrôler le monde, pour dépeupler, en tout cas l'Afrique, parce que c'est l'Afrique qui est visée dans tout ça. Il est tout à fait paradoxal que c'est en Italie qu'il y a des morts, des milliers de morts. En France, il y a des milliers de morts. Les structures sanitaires suffoquent. Le gouvernement sollicite l'assistance étrangère, notamment de la Chine, notamment de la Chine, autant pour moi. Et les États-Unis, pareil. Vous voyez le personnel sanitaire ou infirmiers qui portent, n'est-ce pas, les sacs poubelles pour se protéger parce qu'il y a une rupture, n'est-ce pas, des Kazakhs. Il y a un problème. Donc je pense qu'aujourd'hui, sur le continent africain, la riposte contre le Covid-19 est africaine et il faut véritablement que les dirigeants africains mettent leur expertise, l'expertise, leur scientifique en marche. Donc, monsieur, on sort rapidement, en quelques secondes. C'est un aspect que... en quelques secondes. Albert relève ceci, qu'un virus a été fabriqué dans un laboratoire. Qui a fabriqué le virus? Certainement la personne qui fabrique le virus a l'antidote. Pourquoi faire utiliser, c'est-à-dire mener les gens en bourrique
C'est comme s'il y a une complicité internationale. On parle de cette complicité depuis le début de ce débat, il ne faut pas oublier. Voilà, par rapport, il faut qu'ils sortent l'antidote, tout simplement. On attend qu'il y ait des morts, et surtout des millions de morts. Sans plan. On attend des millions de morts. Je pars, je tire mon plan, je vois où le plan ne correspondait pas à la structure du sol. Il faut qu'ils sortent l'antidote et qu'ils cessent de... En fait, en réalité, c'est que quoi? Le Covid-19 fait scandale parce qu'on a bénéficié de l'évolution de la technologie. Il y a toute une communication dessus, une communication hasardeuse, mensongère. Or, les autres pandémies qui ont décimé les populations africaines ont existé dans un environnement où la communication... sont parfois passées inaperçues, il faut le dire comme ça. En fait, c'est ça. Bon, docteur Bénix Tshisekedi, pour sortir rapidement de ce débat. Pour sortir, je vais prendre rapidement 2 points. Premier point, c'est qu'il faut savoir, c'est que l'élite ne nous dit pas qu'avant Covid ne sera pas égal après Covid dans ce monde. Vous allez vous en rendre compte plus tard. Une décennie plus tard. Le monde a subi et est en train de subir une mutation tellement phénoménale que demain, des expressions comme liberté individuelle, comme droits fondamentaux vont être révisées dans toutes les consciences du monde parce que ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est seulement pas une crise sanitaire, mais c'est une crise systémique totale. Ça, c'est de 1. De 2, ce qu'il faut savoir, c'est que ce pour lequel ils ont fabriqué les Covid-19, tant qu'ils n'auront pas atteint cet objectif-là, ils ne présenteront pas au monde l'antidote. Cela veut dire qu'il existe ce qu'on appelle la théorie du chaos. Et malheureusement, il faut le dire, la plupart de nos dirigeants, de nos chefs d'État, font partie, sont le rouage de cette machine criminelle qui gère le monde et qui empêche que l'humain soit qualifié d'être à part entière avec des droits qu'il faut consulter pour prendre telle décision. On les considère comme un simple gibier sur qui on peut mener toutes les expériences possibles. Et là, j'ai dit, le vrai fléau pour ces dirigeants occultes du monde, le vrai fléau, c'est l'humanité qu'il faut à tout prix éradiquer. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été des nôtres ce matin, Dr Bénix. En tout cas, au plaisir de vous revoir forcément demain ou après-demain pour une nouvelle édition de DBS Matin. Eric Pepin-Pical, merci également d'avoir été là ce matin. Le plaisir était pour la partager. Albert Anatola ici. Écoutez, il faut éviter la communication de la terreur. Dans le contexte africain, nous devons pouvoir, notre rôle en tant qu'homme de médias, nous ne devons pas être les relais de la communication de la terreur. Il faut apaiser les esprits, mais là, il faut comprendre qu'il faut respecter les mesures barrières. Respectez les mesures barrières et surtout, n'oubliez surtout pas, restez chez vous. Ne vous inquiétez pas, tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. L'Afrique, en tout cas, c'est la terre des grands, la terre, en tout cas, des hommes pieux, la terre des hommes qui vont relever justement le monde. Nous le savons pertinemment. En tout cas, nous allons recevoir justement dans ce studio Madame Florence Lissouk Mouaha. Elle est Chief Executive Officer de Bikalo Green. Elle est notre expert ce matin. Madame Florence Lissouk Mouaha, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bon début de semaine à vous, il faut le préciser. C'est la première fois d'ailleurs que nous recevions. Je pense que c'est la seconde fois que nous recevons une dame, en tout cas, sur ce plateau de DBS Matin. Je rappelle que vous êtes CEO de Bikalo Green. C'est quoi Bikalo Green? Bikalo Green est une entreprise camerounaise qui fait dans la transformation agroalimentaire, spécialisée surtout dans les rhizomes. Les rhizomes comme le gingembre, comme le curcuma, comme le ginseng. Nous sommes en pleine période de crise sanitaire, on parle du Covid-19. Est-ce que vos produits pourront justement aider les Camerounais à se ressourcer, puisqu'on demande ces derniers temps-ci de boire chaud? Oui, exactement. Le gingembre, comme beaucoup de plantes ici chez nous, font partie des plantes qui aident à renforcer le système immunitaire. Donc nous sommes vraiment spécialisés parce que c'est une entreprise qui a commencé avec ma maman. Oui. Donc, je suis simplement en train de faire le lead. Elle travaille dans le gingembre, ça fait près de 20 ans. Donc, dans le gingembre, nous transformons le gingembre à près de 40 produits. Donc, actuellement, vous avez suivi avec le citron, on dit la vitamine C. Mais en dehors de ça, le gingembre aide aussi à renforcer le système immunitaire dans le sens qui permet de lutter favorablement, c'est parce qu'il aide des voies respiratoires. Lorsque vous êtes fatigué,
Vous avez la gorge qui est enrouée. Si vous prenez le gingembre, vous le mâchez, par exemple les croustilles de gingembre, vous allez voir que votre voix va reprendre de son volume, etc. Donc, je vais... Non, pour moi qui ai la voix un peu enrouée actuellement, je pourrais prendre votre machin. Oui, vous prenez les croustilles de gingembre. Les croustilles de gingembre. Si vous n'avez pas accès à nos produits, vous pouvez aussi aller au niveau des marchés, prendre les rhizomes frais, vous les lavez, vous les découpez et vous mâchez, si vous pouvez mâcher. Nous avons travaillé sur le gingembre parce que nous avons constaté Bicalo. C'est une langue vernaculaire en bassa qui veut dire condiment. Donc, parce que dans la cuisine, beaucoup de femmes utilisaient le gingembre pour préparer. Donc, nous avons constaté que déjà à l'époque, pour les médicaments traditionnels, on prenait le gingembre avec le miel pour aider la voix. Et surtout contre la toux également. Exactement. Donc, la maman a eu cette idée, elle a commencé à travailler. Et au fur et à mesure, nous avons amélioré le process. Et nous sommes arrivés à différents types de produits. Nous avons les gammes sucrées en infusion, nous avons les gammes non sucrées en infusion, autant pour moi, sucrées que vous prenez instantané directement. Nous avons aussi la gamme en apéro, les croustilles que vous pouvez mâcher. Donc, le principe actif du gingembre, c'est le gincérol. Parce que beaucoup de gens disent, mais lorsque vous le mettez au feu, pourquoi est-ce que ça continue à piquer? En fonction de nos différents process, tous nos produits ne partent pas forcément dans des températures très élevées lors de leur préparation. Ce qui fait que nous gardons de façon générale dans nos produits le gincérol. Et c'est ce gincérol qui donne non seulement le goût piquant, mais qui est le principe actif du gingembre. En cette période de crise sanitaire, que conseillez-vous justement à nos téléspectateurs ce matin? Déjà, je conseille de respecter les différentes consignes qui ont été données par l'OMS. Ensuite, d'éviter de boire trop froid, donc de glacer, de boire vraiment chaud, tiède. Avant, déjà, la première boisson le matin, lorsqu'il se réveille, de boire vraiment des boissons chaudes, du gingembre et tout, les boissons qui aident à renforcer le système immunitaire. Ces dernières temps, on entend beaucoup parler de la vitamine C, il faut en prendre beaucoup justement pour renforcer l'immunité. C'est également le cas aujourd'hui? Oui, c'est également le cas. La vitamine C, en dehors de la vitamine C aussi, il faut prendre... Il y a plusieurs plantes qui donnent la vitamine C. Il y a le citron, il y a aussi d'autres plantes que les nutritionnistes un peu plus avérés, plus spécialisés que moi peuvent recommander. Mais il faut savoir aussi que le gingembre, lorsque par exemple, là nous avons utilisé, dans notre procès, nous utilisons tout le citron. Oui. Voilà, ce qui fait que en dehors de la vitamine C, parce que la vitamine ne supporte pas la chaleur. Dès que vous mettez un peu de chaud, là, c'est terminé. Oui. Voilà, c'est terminé. Donc, même pour consommer le citron, soit vous le consommez frais, soit vous faites de l'eau tiède, vraiment très tiède, vous le mettez et vous consommez directement. Maintenant, au réveil, vous pouvez prendre aussi du gingembre. Oui. Que ça soit sous toutes les formes, que ça soit en forme thé, en forme infusion, que ça soit en forme croustille. Croustille, là, vous mâchez simplement. Infusion, là, vous mettez simplement dans de l'eau tiède ou de l'eau chaude. Et ici aussi, vous pouvez aussi mettre ça dans de l'eau tiède ou de l'eau chaude. Ça dépend de vous. Mais en cette période, évitez vraiment de boire glacé. Buvez plus des boissons tièdes, des boissons chaudes. Justement, vous nous disiez, en tout cas il y a quelques instants, que tout cela vous vient de votre mère. Oui. On parle ces derniers temps-ci de conseils de grand-mère. Oui. Elle est encore en vie, votre mère ou moi? Oui, elle est encore en vie, bien en vie. Bien en vie, elle est bien en vie, très bien portante. Et moi, avant, j'étais... Mais vous avez fait grandir l'entreprise, à ce qu'on voit. Je suis en train de le faire. Et j'espère vraiment que nous allons devenir... non seulement au Cameroun, mais en Afrique et dans le monde, des meilleurs dans la transformation des rhizomes. Parce que actuellement, il y a beaucoup qui transforment, mais il y a très peu qui respectent certains process. Et nous travaillons même déjà avec des structures étatiques et qui nous aident aussi, des structures privées qui nous aident à améliorer notre process et à acquérir les équipements adéquats pour nous permettre d'évoluer. Continuons en tout cas dans cette lancée. On parle de, il faut le dire comme ça, de recettes de grand-mère. Oui. Vous êtes resté plus proche encore de la nature? Oui, nous avons fait l'effort de rester plus proche de la nature parce que nous faisons même ce que nous appelons les jus frais.
Ça veut dire que... Je l'ai vu dans tout cas sur votre carte, on parlait de jus de gingembre. Voilà, nous faisons ce qu'on appelle les jus frais à la commande. Ça veut dire que lorsque vous passez la commande du gingembre, nous le faisons frais exclusivement pour vous. Parce que beaucoup de jus, en fonction des process aussi, naturels, sont dits bio, mais bio c'est un label. Or, naturel, c'est ce qu'on cultive normalement sans engrais. Maintenant, nous travaillons aussi avec des groupements pour qu'on puisse avoir de plus en plus de gingembre qu'on cultive avec très peu d'engrais pour nous permettre d'avoir les produits les plus naturels possibles. D'accord, ok. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, justement, vous qui êtes toujours dans la tradition et toujours dans le, il faut le dire, le naturel. Et surtout, c'est ce qu'on demande d'ailleurs aux Africains aujourd'hui. On demande de chercher totalement africain. La nature, elle nous a été donnée comme, il faut le dire, un don, d'ailleurs, par Dieu. Et c'est également ce que vous allez dire aux Africains aujourd'hui? Oui, je dirais qu'on profite de cette crise pour entrer dans nos traditions, qu'on profite de cette crise pour se ressourcer, pour consommer les produits camerounais, faits par des Camerounais, parce que ce sont des produits actuellement dont on est sûr. Si vous consommez notre produit, vous avez des problèmes, vous savez, nos contacts sont là pour nous appeler, pour nous dire voilà. Or, nous avons constaté qu'avant cette crise, c'est beaucoup, vous les présentez les produits, ils ne regardaient pas, ils disaient, oh, mais c'est qui? Et ce qui est marrant, excusez-moi la parenthèse, mais ceux qui consommaient le plus nos produits, c'était la diaspora, c'était des personnes qui étaient à l'étranger. Donc, depuis que la crise est venue, de plus en plus, les Camerounais disent « Ah, mais oui, il y a même le gingembre qu'on transforme localement. Ah, mais oui, il y a tel produit qu'on transforme localement. » Finalement, on est revenu à la source même. Hein? Oui, c'est important. C'est important. Si vous constatez, la plupart des pays sont en train de le faire. Donc, il faudrait vraiment que... on retourne à la source, qu'on aide les entreprises comme les nôtres à s'épanouir, à se développer et à maîtriser et à maintenir l'image et à rehausser l'image du Cameroun. Merci beaucoup. Dr Bénékis, une réaction rapide avant que nous ne prenions notre prochain invité. Déjà, c'est encourageant. Oui. Et de deux, c'est ce qu'il faut pour l'Afrique. Il faut à tout prix encourager ce genre d'initiatives qui valorisent en même temps la culture africaine et en général la culture camerounaise en particulier. Consommer local représente beaucoup de garanties. Premièrement, la fiabilité du produit et la capacité de faire évoluer cette recherche auprès de ceux qui les fabriquent. Merci en tout cas. Merci Madame Florence Lissoumoua. Je rappelle que vous êtes CEO de Bikalo Green. Vous m'avez dit que Bikalo, ce sont les condiments en langue bassa. Donc on espère vous revoir dans un instant. Oui. Merci en tout cas d'avoir été de notre ce matin. Merci à vous. Nous vous souhaitons tout le bonheur du monde. Merci.